Malgré le chaos de la veille, personne à Auroville ne pensait que la situation dégénérerait si vite. Et si fort. Les habitants du centre des jeunes, encore moins. Quand on vit au paradis, que l'on participe à une aventure aussi pacifique qu'Auroville, on ne s'attend pas à être encerclé par 200 policiers au milieu de la nuit, et encore moins à les voir protéger des bulldozers. Il y avait pourtant eu des signes avant-coureurs avant le choc de la veille, des secousses annonçant le séisme à venir. Quelques jours auparavant, les bulldozers n'étaient encore que des chimères, des ombres malsaines dans le cerveau atrophié de quelques-uns, des bouts de papier en forme de lettres de menaces émanant de la nouvelle administration qui commençait déjà à montrer un goût prononcé pour le mépris des règles locales. Collaborez ou soyez détruits, menaçait-il. Si vous n'êtes pas de notre avis, vous êtes contre le gouvernement. Que de gros mots, que de menaces. Nous allons construire une route que vous le vouliez ou non. Mais personne n'y croyait. Auroville est accoutumé aux exigences éphémères des fonctionnaires, et personne ne serait assez idiot pour construire une route sans avoir d'abord acheté tous les terrains pour la terminer. C'était mal connaître les antagonistes de cette histoire et leurs maîtres. Pour vous mettre dans la peau des habitants, imaginez que vous avez 18 ans. Vous vivez dans une des nombreuses maisons construites dans les arbres. Votre chambre à coucher culmine à près de 10 mètres au-dessus du sol, et c'est au chant des oiseaux que vous vous réveillez chaque matin. Vous avez passé la journée à refaire le monde avec des amis, à préparer des pizzas dans le four à bois pour la Pizza Night, et à participer à une des activités du centre, avec des amis venant des 4 coins de l'Inde et du monde. La langue commune est l'anglais, mêlé de tamoul et de tout ce que vous pouvez imaginer, parce que ce n'est pas important. Vous vivez dans un endroit sans loyer, sans la pression mensuelle du monde moderne. Vous avez le temps de lire les philosophes indiens et des mangas, de travailler sur vous et pour les autres. Après ce samedi mouvementé, vous avez tout de même l'esprit léger. Les résidents ont exigé l'arrêt du massacre, et il ne vous viendrait pas à l'idée que des gens osent passer outre. Vous avez tort. Vous êtes soudain sorti du sommeil par un bruit de machine. Il est un peu plus de minuit. Les grillons se sont tus. Vous ouvrez les yeux à cause des flashs de lumière déchirant la nuit et de cris provenant de la forêt. Vous descendez prudemment de votre nid en essayant de distinguer l'origine du tumulte, utilisant votre téléphone comme lampe torche. Un ami vous interpelle. Dans ses yeux, la panique. Des bulldozers sont de retour. Ils approchent. Personne ne peut venir. La police bloque tous les accès. On doit faire quelque chose. Choqué, vous rejoignez un attroupement, proche de la source du chaos. Une quinzaine d'autres jeunes sont au téléphone, appelant à l'aide. Et au loin, le bruit des arbres qui tombent, des branches qui craquent, la forêt qui s'écroule devant les yeux halogènes des bulldozers. Pris de panique, vous cherchez votre propre téléphone. Vous appelez amis, famille, n'importe qui pouvant vous venir en aide. Finalement, le message sort. Les enfants joignent quelques parents insomniaques. Les parents réveillant leurs voisins et des dizaines de personnes se lancent dans le noir, vous rejoindre, avant d'être rapidement interceptés par un nombre obscène de policiers. Ils encerclent la zone, bloquent tous les points d'accès, demandent passeport, visa, pointant leurs torches vers les visages des intrus. Une telle démonstration de force est inédite à Auroville. Quelques courageux bravent les barrages, se faufilent entre les arbres, toute lumière éteinte, espérant ne pas déranger un nid de serpents ou un troupeau de sangliers. Ils finissent par réussir à vous rejoindre, à faire face aux bulldozers, à être à vos côtés. L'ambiance devient tendue. Les adultes demandent des explications, tout en cherchant leurs enfants au milieu du tumulte. Ils se font rabrouer violemment. Certains jeunes résistent et se font embarquer vers des voitures. D'autres interviennent, les délivrent, le ton monte, et pendant ce temps, les arbres tombent, les uns après les autres, chaque minute ruinant des années d'efforts de reforestation. Les JCB arrivent finalement devant le centre des jeunes lui-même. Ils ont lentement morcelé la forêt jusqu'à leur but. Ils veulent maintenant détruire les bâtiments. Tout de suite, là, au milieu de la nuit. Heureusement, une foule assez nombreuse s'oppose maintenant aux machines, arrêtant les pelles mécaniques avant qu'elles ne détruisent un bâtiment habité. Le drame n'était pas loin. Depuis ce jour, les Aurovilliens ont appris à leurs dépens
que les méthodes de la nouvelle administration se fichent des règles et de la vérité. Ils utilisent la méthode du fait accompli. Ce qui est détruit est détruit. Passons à autre chose. Posez plainte si vous pouvez. Cette nuit-là, suffisamment de résidents ont vaincu leur peur et ont fini par arrêter le massacre. Ce sera une des premières et dernières fois. Il aura suffi de quelques heures. Quand le soleil se lève enfin, un corridor a éventré la forêt sur une bonne centaine de mètres. Les bulldozers rentrent se coucher pendant que les habitants essaient de comprendre ce qui vient de leur arriver en préparant du café. Ils ont besoin d'imaginer la suite. Mais à ce moment-là, personne ne croit encore au désastre à venir. Personne n'ose nommer la bête. Personne n'ose dire « ils vont tuer Auroville ». Comment auraient-ils pu? Les brain fever, ces oiseaux au chant entêtant, annoncent la journée à venir. Quelques mangoustes errent entre deux troncs tombés. Bref, suivant où l'on regarde, rien ne semble perdu. Pas encore. Pourtant des bombes sont bien tombées. Elles n'ont pas tué de gens, juste saboté le rêve de construire la ville dont la Terre a besoin. C'était le deuxième bombardement. Il y aura bien d'autres. Ce matin-là, le four à pizza était toujours debout. La salle de jeu aussi. Les menaces de déportation n'étaient même pas encore des chimères. Mais les maîtres autoproclamés avaient lancé leurs premières attaques. Ils cherchaient leur marque. Ils les trouveront vite.